L'amiante, vous y mouillez un peu avec l'alcool, vous avez une bonne boule de neige et c'est bon pour balancer sur le collègue. Hein. Ça lui fait un bon impact sur le bleu. Hein. Ça servait de boule de neige. On se battait avec. Le 2 janvier, qui était une tradition où on mangeait sur le toit, tous ensemble, mais qu'est-ce que faisaient les gens? On venait chercher les plaques d'amiante parce que ça faisait bien blanc et que ça représentait les nappes. Donc on savait, on avait des super tables, mais c'était sur des plaques d'amiante qu'on mangeait. Installés à Oulin depuis le 19e siècle, les ateliers SNCF ont migré vers Vénissieux en décembre dernier. Des milliers d'ouvriers y ont été exposés à l'amiante. Près de 3000 personnes y travaillaient dans les années 70 contre 500 dans ces dernières heures. Préjudice, épisode 3, les ateliers SNCF à Oulin. À Oulin, on traitait 50% du parc locomotive électrique de la SNCF, c'est-à-dire de toute la France. C'est le berceau du TGV, hein, avec le prototype, le Zébulon. Hein. Quand on voit aujourd'hui tous les reportages sur il est né chez Alstom, non, il est né à Oulin Machine. Le TGV, c'était le prototype, c'était le Zébulon, qui a été la transformation d'une Z7100. Alors c'était une automotrice électrique qui a servi de prototype à toutes les modifications qu'on a vues, le nez pointu, le machin, alors qu'elles étaient hyper carrées avant. Mais il y a plein d'innovations qui ont été créées, la SNCF, et effectivement la défense du service public, on est attaché. D'ailleurs, la manière dont on avait la culture de la précision, les retards de train, ils étaient bien inférieurs. Ah, cette pub de 74, elle fait, c'est un cheminot qui est dans un passage à niveau et qui est à sa femme. Germaine, c'est le 824, mets les œufs. Mets l'œuf, et 2 minutes après il passe un retard. Germaine, c'est le 413, tu peux les retirer. Et il était mollet à point. Mais ça, c'était une pub, hein, c'était exagéré, mais en même temps, ça montrait bien le schéma de l'époque. Et puis, un réseau national où on allait de partout, on apportait, et on faisait tout à cette époque. La fierté, elle venait, il y avait effectivement la régularité, et deuxièmement, les records de vitesse mondiaux. On les a toujours eus. Moi, j'ai commencé à 15 ans et demi en tant qu'apprenti. Voilà, j'ai fait toute ma carrière à la SNCF, j'ai 39 ans et demi à Oulin, parce que j'ai pas voulu bouger. Moi, j'étais du secteur d'Oulin, enfin de Sainte-Foy-les-Lyons exactement. Je suis rentré en 67. 67, les conditions de travail, c'était pas terrible dans les entreprises. C'était, y compris, quand on est noir comme des charbonniers, c'était la douche à l'eau froide. Quand on dit aux jeunes maintenant qu'on s'est battu pour avoir l'eau chaude dans les douches, ou pour se laver, ça paraît aberrant. Eh ben oui, on avait l'eau froide pour les douches, mais pour le restant du temps, c'était de l'eau industrielle, y compris. Pour se laver les mains à l'atelier, c'était de l'eau industrielle, recyclée à partir d'un puits. La première chose qu'on m'a donné à faire, quand je suis arrivé à la télé, on m'avait donné des plaques qui étaient aussi grandes que la table, des plaques d'amiante, et avec un emporte-pièce, pouf, on découpait des rondelles. Bon, l'amiante, il y en avait de partout. Je veux te dire, c'était l'époque, les années 67-70, il y en avait de partout. Mais à la SNCF particulièrement, parce que quand on était à la vapeur, pour les anciens qui avaient connu, qui étaient reconvertis, les chaudières à vapeur, c'est pareil, ça s'isolait avec quoi? C'était bourré d'amiante. Donc après, quand il fallait démonter ça pour changer les tubulures à l'intérieur et le reste, on ne dit pas... C'est technique, mais le moteur électrique, c'est pas des petits fils, c'est des grosses barres de cuivre. Et les barres de cuivre, à chaque bout, il faut les souder pour qu'elles soient connectées, effectivement, au restant du circuit. Donc on soudait, mais qu'est-ce qui protégeait? C'était de l'amiante. Et l'amiante, qu'est-ce qu'on faisait? Alors d'abord, on soudait avec une pince électrique, donc on avait les machines. Et qu'est-ce qu'on avait pour refroidir la soudure tout de suite, pour pas qu'elle coule plus loin et qu'elle aille détériorer l'autre chose? C'était une soufflette. Donc, vous souffliez sur la soudure, mais l'air, lui, il s'arrête pas sur la soudure. Donc l'amiante qui protège à côté, voilà, vous ressortiez, vous étiez tout blanc. Qu'est-ce que vous faisiez? En sortant, preniez la soufflette, vous la mettiez dans la manche du bleu, ça sortait, vous la mettiez là, vous la mettiez là, parce qu'on ne voulait pas tout monter au vestiaire, mais il y avait une inconscience, parce qu'en même temps, la direction, elle nous disait, l'amiante blanche, je crains pas, donc pourquoi on s'en plaindrait? J'ai souvent dit à la direction, j'ai dit, mais vous vous rendez compte,
ce qu'on faisait. Donc après, quand on nous a dit l'amiante blanche elle est aussi dangereuse que la bleue, mais vous vous rendez compte, moi j'étais agent de maîtrise, je disais à mon compagnon, tu fais comme ça, comme ça et comme ça. Et il faisait. Sauf que, oui, lui, il n'est pas arrivé à la retraite, lui. Il est mort avant la fin. Donc moi, je me sens un peu responsable. C'est quand même moi qui lui ai donné les consignes, tous les jours au boulot, en fonction de ce qu'on me disait. Bon, je mettais des bémols, parce que comme j'étais en plus syndicaliste, je dis méfie-toi quand même. Bon, on y rajoutait des machins, mais en même temps, j'avais pas les moyens de lui donner une aspiration spéciale. J'avais pas les moyens de lui... Donc, et je dis, moi, qu'il soit mort, ça me travaille. Avec tes responsabilités, c'est pareil, c'est pas toi qui as le fric, c'est pas toi qui as le... tu peux faire que des demandes et puis elles te sont accordées ou pas. 95% elles n'étaient pas accordées. C'est pas parce qu'on a interdit l'amiante en 70 ou en 80 ou machin, s'il a 40 ans, il est peut-être de 50, il y avait des moteurs, les G276, il était des années 50, donc il y avait de l'amiante encore jusqu'aux années 90, les derniers qu'on a fait. Une fois que c'est 40 ans, qu'on le veuille ou non, 7200 qui roulent encore, même si elles sont repeintes en voyage ou même en verre pour le fret, il y a de l'amiante, il y en a qui ont de l'amiante. Il y a eu le réflexe aussi, c'était un produit qui était techniquement pratique. Quand après il a fallu passer avec d'autres méthodes pour isoler une barre, pour pas que les canons se brûlent quand on soude et tout le bazar, avec d'autres produits qui étaient moins pratiques, quand ils avaient retiré, il y avait des cheminots qui ont fait des petits stocks en disant que c'est plus pratique, mais même pour faire une soudure à la maison. Et vous soudez votre installation de flotte, les mecs ils disaient on emmène un bout d'amiante parce que ça cramera pas la peinture d'à côté et tout le bazar. C'était vachement efficace. Donc ils disaient ouais mais tu vas pas me casser les couilles. J'ai dit mais attends, si c'est dangereux ici, c'est dangereux à la maison. Donc là aussi sur la question il y a eu des débats. Puis après il y a eu des débats même avec les cheminots. Et on a eu à monter le dossier d'un cadre, quand nous on intervenait pour ces salariés qui nous appelaient, en disant ouais mais viens voir, là, je crois qu'il y a de l'amiante, on était représentant du personnel, donc on y allait, donc on allait, on le chopait, on disait bon, faut arrêter ça. Sa réponse c'était de nous dire, mais ça saute pas dessus en traversant l'allée. Sauf que lui il est parti en retraite et il y a une dizaine d'années, il est venu nous voir pour nous demander de monter son dossier amiante. Et il a été touché, oui. Et puis j'ai dit, tu te rappelles, tu nous disais quand même, j'ai rappelé sa phrase, parce que moi je l'ai entendu me le dire, donc j'ai dit, tu te rappelles, tu nous disais, mais l'amiante c'est pas une maladie honteuse et ça saute pas comme ça en traversant l'allée. Alors la seule réponse qu'il nous a dit, il dit, ouais mais j'en ai dit des conneries. Mais les salariés, ils nous demandaient de demander une prime. Comme il y a une prime de salissure, on demandait une prime amiante, voilà, point barre. Et, mais nous, notre but, c'est que tu viennes travailler, tu gagnes ta vie, mais que tu ne ressortes pas plus malade à la retraite ou après. Nous, on veut que tu ressortes comme tu es rentré. La prime, le jour où tu seras malade, je veux te dire, elle ne te rapportera rien. Hein. Il y a en même temps, on ne savait pas trop, mais en même temps, il y a manœuvre de la direction et du patronat, enfin du patronat en général, qui avait monté un organisme qui était chargé d'expliquer comment on pouvait diminuer la dangerosité de l'amiante, pour pouvoir continuer à l'exploiter. Or, la question, elle n'était pas là. Nous, aux ateliers d'Oulin, là, les premières réactions par rapport à l'amiante, c'est 74, quand il y a eu l'affaire Amisol. Amisol, c'est ceux qui produisaient l'amiante là, pour Eternit et tout le reste, et où ils ont eu tant de malades et que ça s'est un peu su, ça. Donc nous, on a posé des questions, puisqu'on en avait, on en tripotait. En attendant, les trains, il fallait bien qu'ils tournent. Il faut savoir qu'à la SNCF, jusqu'en 81, jusqu'à ce qu'on ait Fitterman, on n'avait pas de CE. Donc pas de CE, ça veut dire pas de CHSCT.
Alors on avait des délégations spécifiques qui n'avaient pas les mêmes valeurs juridiques qu'un CHSCT national. On a bien essayé, on a fait des actions, mais ceci dit, elles étaient toutes contestées parce que déclarées illégales. Oui, mais tu comprends, on a demandé au plan de dotation outillage et bon, c'est dans 5 ans. Ouais, en attendant, c'est dans 5 ans. Puis 5 ans après, bon, ça avait changé de patron qui avait défini que priorité, c'était pas la machine à amiante, c'était autre chose. Donc on repartait, donc on a eu des choses comme ça, parce que c'était aussi des questions de budget et de reste, hein, je veux dire, voilà. 81, on a fait jouer les droits d'alerte, on a fait bloquer. Des fois, quand on s'est bien sûr dit, ouais, mais rentrer sans amiante, tac, la première chose, le mec qui commence à démonter, pouf, il tombe sur les pièces amiantes, et les cheminots, ils les reconnaissaient, hein, je veux dire, ça arrivait plusieurs fois, on a déposé des droits d'alerte, donc ils faisaient un CHSCT extraordinaire, ils faisaient venir une entreprise qui faisait l'expertise, et patatrac, qu'est-ce qu'on trouvait? De l'amiante. Alors que nous, on disait, mais il n'y a qu'à appliquer le processus. Le processus, on vérifie, on la fait rentrer, on regarde, on fait des prélèvements. On aurait vu qu'il y avait telle pièce amiantée, donc on aurait appliqué le protocole amiante à cette loc. On sentait bien qu'il y avait des choses qu'à l'époque. Nous, on avait lancé un droit d'alerte sur les baguettes au thorium pour souder. Alors évidemment, ça soude bien, ça soude mieux. Au TIG, c'était, point de vue performance, ceci dit, c'est radioactif. Sur un phénomène comme ça, qui compris, bon, si je reprends les propos du ministre de la Justice, mais qui est quand même connu depuis longtemps, l'amiante, quand même, je veux dire, aujourd'hui, on n'avance pas, quoi, je veux dire, on avance qu'à coups de petits batailles juridiques, voilà, et un coup c'est oui, un coup c'est non. On s'est toujours battu pour le faire reconnaître l'établissement comme amianté, mais on est encore en train de se battre, hein. Par rapport au préjudice d'anxiété, les 172, ils ont la direction SNCF, on n'a même pas eu le temps de dire qu'on refusait la conciliation, que la direction SNCF, par son avocat, a dit, mais nous, on refute toute conciliation, parce que pour nous, on est dans les clous sur tout. Sauf que nous, c'est pas possible, on nous a rejetés pendant des années en nous disant, vous n'êtes pas reconnu comme établissement amianté, aujourd'hui qu'il y a une jurisprudence qui nous permet de nous présenter, on nous dit, mais vous êtes hors les clous. C'est-à-dire que les mêmes qui nous interdisaient de présenter un recours, qui nous le refusaient à chaque fois, parce qu'on en a eu déposé des recours sur la question de dire... Aujourd'hui, nous disent, mais vous auriez dû le faire avant. Et la direction, des fois, elle n'y est pas, que c'était l'amiante. Elle nous disait, mais tu comprends, ça peut être son grille-pain, ça peut être parce qu'il a changé ses plaquettes de frein à la maison, ça peut... Qui prouve que ça soit à l'atelier? Alors donc il y avait le témoignage, après on faisait rentrer en cause le témoignage des collègues de travail, dans quelles conditions ils travaillaient, tout ça. Bon, on pourrait dire qu'à 95%, bah, effectivement, il y avait beaucoup plus de chances qu'il l'ait pris en travaillant sur les moteurs qu'en changeant une fois sa plaquette de frein à la maison, quoi. C'est tout juste, il nous a pas dit que des fois les femmes ça venait de la pilule aussi, hein, je veux dire, qu'il me dit que c'est pas le grille-pain. Bah oui. Je n'avais pas lui amener mon grille-pain pour lui montrer que moi le mien il n'y avait pas d'amiante. Des jeux de balles juridiques comme ça, alors avec le niveau d'avocats qu'ils ont, ils arrivent toujours à dire, ben voilà, oui, mais il y a vice de fond, on ne peut pas demander, c'est pas la même entreprise maintenant. Ils essayent par des biais juridiques de démontrer que, bah écoutez, ils sont pas responsables de ce qui s'est passé, mais on sait bien que c'est pas vrai. Parce que bien souvent, c'est les mêmes qui sont restés. Enfin, bon, il y en a qui sont partis en retraite, mais bien souvent, c'est les mêmes. Tout des questions de rapport de force. Donc la direction, elle utilisait tout. Quand elle pouvait diviser, elle divise. Et puis quand elle divise, bah, ma foi, elle a gagné, hein, parce qu'on perd du temps. Leur but, c'était toujours, sur les questions de l'amiante, de gagner du temps. Même là, sur les indemnisations, c'est vrai, bon, il y aura des recours, on sait, hein, il ne faut pas rêver. Hein. Je veux dire, il y aura des recours, hein. Je veux dire, ils vont traîner, bon, voilà, au maximum. Voilà. Le premier, c'est dans les années 70-80, ben lui, il est touché et il a des problèmes respiratoires. Mais bon, une fois de plus, on allait au to-be, on nous disait à 99%, si on disait « tu fumes ?» Ah ouais, bah alors, c'est le tabac, mon vieux, c'est pas l'amiante. Hein, et donc lui, c'est un des premiers qu'on a vu travailler avec la bouteille d'oxygène, et puis après, bon, ils l'ont déplacé du montage pour le mettre au service technique, c'est-à-dire dans des bureaux. Mais bon, il est décédé en activité, c'est le premier qui est décédé en activité, et puis après, on en a eu 3-4 autres, et puis bon, là aussi, c'est très... Certains, c'est très rapide. Hein. Moi, j'ai un collègue, il est parti 4-5 mois avant moi à l'entreprise.
Ouais, il a passé son scanner, rien de rien. Un jour, il va à son Toubli pour une visite normale, et puis bon, un peu les ongles bleuis, donc le Toubli lui dit, mais c'est pas normal, c'est un problème d'oxygène dans le sang, et il y a quelque chose qui va pas, il fait passer un scanner, bon. Lui, ils l'ont opéré, mais bon, il n'est jamais sorti de l'hôpital, hein. Il en est mort, il a enlevé un bout de poumon. Là, dernièrement, on a un copain aussi qui s'est fait enlever un bout de poumon. Donc la liste se rallonge, voilà, et petit à petit, et bon, lui aussi, des bons sportifs, hein, je vais te dire, il fait les GR20 en côte, il a fait, bon, il a une vie saine, comme on prenait ce chef d'atelier, là. Il n'a quand même pas manipulé des tonnes, il avait travaillé dans aucun chantier, il venait de l'extérieur, bon, donc, voilà, bon, il n'avait pas les critères de risque comme eux, et il l'a pris, comme les dames qui lavaient le linge de leur mari dans la machine à laver avec tout le monde, et qui après peuvent rester des frics dans tes vêtements, et tu te la prends, donc bon, là aussi, hein. Le site n'étant toujours pas reconnu amianté, les désillusions pourraient être nombreuses pour les 173 prétendants au préjudice d'anxiété. Il y a quelques semaines, les cheminots ont adressé un courrier au garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, ancien avocat de l'association des victimes de l'amiante, dans l'espoir de trouver une issue à leur impasse judiciaire. Attends, je l'ai envoyé il n'y a pas longtemps. Bon, je n'ai pas dû regarder parce qu'on en fait tellement. Ah bah tiens, là voilà. Bon, il me semblait bien qu'elle ne devait pas être bien loin parce que... La section des retraités cheminots nous interpelle sur la longueur des procédures concernant l'amiante et la non-information sur le suivi lors des procédures. Monsieur Dupond-Moretti, je reprends vos propos sur une chaîne de télévision. Cette affaire de l'amiante a très mal été gérée depuis le début. La justice n'a pas voulu voir. C'est un scandale sanitaire qui dure depuis 30 ans. Vous êtes donc bien au courant des problèmes de l'amiante. Pour notre syndicat section des retraités, c'est 294 plaintes pour mise en danger délibérée d'une personne à risque et des risques causés à autrui. Toujours pas abouti aujourd'hui pour reconnaissance du statut d'établissement amianté. Ce sont également 183 plaintes déposées depuis le 19 décembre 2019 pour préjudice d'anxiété en cours au prud'homme. Malheureusement, ce sont au minimum depuis ces temps-là, 15 agents qui sont décédés, reconnus officiellement malades de l'amiante. Vous comprendrez que face au décès, les délais de justice nous paraissent anormalement longs pour obtenir réparation face à ce poison de l'amiante. Tout en respectant l'indépendance de la justice et des juges, nous vous demandons de prendre des décisions pour raccourcir au maximum ces délais. Quand ils veulent, ils savent rien faire. Nous sommes alors donc, on s'est tenu à la disposition pour lui fournir plus d'éléments en attendant une réponse sur le principe. C'est une lettre du 31 mars. Mais bon, on n'a toujours pas de réponse. On n'en aura pas. C'est comme beaucoup d'autres.